Le soleil de juin caressait doucement les pavés de la rue Saint-Antoine, au cœur du Marais à Paris. Élodie Mercier, une jeune femme de 26 ans, aux yeux noisettes pétillants et aux cheveux châtains ondulés, pressait le pas vers le restaurant où elle travaillait depuis maintenant 2 ans. Le Coq d'Or, un établissement réputé pour sa cuisine raffinée et son ambiance feutrée, attirait une clientèle huppée en quête d'une expérience gastronomique d'exception. Alors qu'elle poussait la lourde porte en bois sculpté, Élodie sentit son cœur se serrer. Chaque jour, c'était la même appréhension qui l'envahissait. Elle prit une profonde inspiration, lissa son tablier immaculé et pénétra dans l'antre du Lion. Ah, la voilà enfin, notre petite serveuse vedette. La voix tonitruante de Marcel Beaumont, le propriétaire du restaurant, résonna dans la salle encore vide. Grand, corpulent, la cinquantaine bien tassée, Marcel était un homme qui aimait le pouvoir presque autant que la bonne chair. Ses yeux gris acier scrutèrent Élodie de la tête aux pieds, s'attardant un peu trop longtemps sur ses courbes. « Bonjour, monsieur Beaumont », répondit Élodie, s'efforçant de garder une voix posée malgré le dégoût qui lui nouait l'estomac. « J'espère que tu es en forme aujourd'hui, ma belle. Nous avons une réservation importante ce soir, le ministre de la Culture en personne. Il faudra mettre les petits plats dans les grands, si tu vois ce que je veux dire. » ajouta-t-il avec un clin d'œil appuyé qui fit frissonner la jeune femme. Élodie hocha simplement la tête et se dirigea vers les vestiaires. Elle savait pertinemment ce que signifiait mettre les petits plats dans les grands pour Marcel Beaumont. Cela impliquait invariablement des remarques déplacées, des frôlements accidentels et des propositions à peine voilées. Mais elle avait besoin de ce travail. Les études de droit coûtaient cher, et les emplois bien payés pour les étudiants ne couraient pas les rues, même à Paris. Dans les vestiaires, Élodie retrouva sa collègue et amie, Sophie Durand. Petite blonde aux yeux bleus rieurs, Sophie était la seule raison pour laquelle Élodie n'avait pas encore claqué la porte du Coq d'Or. « Alors, ma chérie, prête pour une nouvelle journée au paradis ?» lança Sophie avec un sourire ironique. Élodie leva les yeux au ciel. « Ne m'en parle pas. Beaumont est déjà sur le pied de guerre. Apparemment, on reçoit du beau monde ce soir. Laisse-moi deviner, » répondit Sophie en attachant ses cheveux en un chignon serré. « Il t'a déjà fait comprendre que tu devais être particulièrement accueillante ?»« Dans le mille, » soupira Élodie. « Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir, Soph. Chaque jour, c'est pire que le précédent. » Sophie posa une main réconfortante sur l'épaule de son amie. « Je sais, ma belle. Mais pense à ton diplôme. Plus que quelques mois et tu pourras lui dire d'aller se faire voir avec son restaurant étoilé. » Élodie esquissa un sourire. Sophie avait raison, bien sûr. Mais la perspective de devoir endurer encore des mois de harcèlement quotidien lui semblait insurmontable. La journée s'écoula lentement, ponctuée par les exigences toujours plus pressantes de Marcel Beaumont. À chaque passage en cuisine, à chaque commande prise, Élodie sentait le regard lubrique de son patron sur elle. Elle s'efforçait de l'ignorer, se concentrant sur son travail et sur les clients, mais la tension ne cessait de monter. Vers 19 heures, alors que le restaurant commençait à se remplir, Marcel convoqua tout le personnel pour un briefing de dernière minute. « Écoutez-moi bien, vous tous, » commença-t-il, son regard s'attardant particulièrement sur Élodie. « Ce soir, nous recevons le ministre de la Culture et sa délégation. C'est une opportunité en or pour le Coq d'Or. Si nous les impressionnons, c'est une étoile Michelin assurée pour l'année prochaine. Alors je veux que tout soit parfait, le moindre faux pas, et le responsable peut dire adieu à son poste, c'est clair ?» Un murmure d'assentiment parcourut l'assemblée. Élodie sentit son estomac se nouer. Elle savait que la menace s'adressait principalement à elle. Marcel Beaumont ne manquait jamais une occasion de lui rappeler à quel point son emploi était précaire. La soirée battait son plein lorsque le ministre et sa suite arrivèrent. Élodie, assignée à leur table, se surpassa. Chaque plat fut servi avec grâce, chaque demande anticipée. Elle jonglait entre les conversations, les bouteilles de vin et les assiettes, avec une aisance qui forçait l'admiration. Mais plus la soirée avançait, plus Marcel Beaumont devenait entreprenant. Profitant de l'effervescence en cuisine, il ne cessait de frôler Élodie, lui murmurant des commentaires grivois à l'oreille. « Tu es resplendissante ce soir, ma belle », lui souffla-t-il alors qu'elle attendait une commande. « Je suis sûr que le ministre apprécierait une visite privée de nos caves après le service. Qu'en dis-tu » Élodie sentit la nausée l'envahir. « Je ne pense pas que ce soit approprié, monsieur Beaumont, » répondit-elle froidement. «
Le visage de Marcel se durcit. « Ne fais pas ta difficile, Élodie. Tu sais bien que ton avenir ici dépend de ta flexibilité. » La jeune femme s'apprêtait à répliquer lorsqu'un bruit de verre brisé retentit dans la salle. Elle saisit cette opportunité pour s'éclipser, le cœur battant à tout rompre. La fin du service approchait et Élodie pensait avoir réussi à éviter Marcel. Mais alors qu'elle se dirigeait vers les vestiaires, épuisée mais soulagée, une main puissante la grippa par le bras et la tira dans un recoin sombre. « Tu croyais pouvoir m'échapper, ma petite ?» La voix de Marcel, rendue pâteuse par l'alcool, lui parvint alors qu'il la plaquait contre le mur. « J'en ai assez de ton petit jeu. Il est temps que tu comprennes qui commande ici. » Ses mains commencèrent à parcourir le corps d'Élodie, qui se débattait de toutes ses forces. « Arrêtez! Lâchez-moi !» cria-t-elle, paniquée. Soudain, la lumière inonda le couloir. Sophie se tenait là, son téléphone à la main, filmant la scène. « Ça suffit, espèce de porc !» lança-t-elle à Marcel qui, surpris, relâcha son emprise. Élodie en profita pour se dégager et courut se réfugier auprès de son ami. Marcel, réalisant ce qui venait de se passer, devint livide. « Vous n'avez pas le droit de filmer ici, » balbutia-t-il. « Donnez-moi ce téléphone immédiatement. » Sophie eut un sourire glacial. « Pas question. Cette vidéo, c'est notre assurance. Si vous vous avisez encore une fois de toucher Élodie ou n'importe quel autre employé, elle finira directement sur les réseaux sociaux et au commissariat. C'est clair ?» Marcel, vaincu, hocha lentement la tête. Élodie, encore tremblante, regarda son amie avec gratitude. Pour la première fois depuis des mois, elle sentait qu'elle reprenait le contrôle. Alors qu'elle quittait le restaurant cette nuit-là, Élodie réalisa que ce n'était que le début. Marcel Beaumont ne s'arrêterait pas là, elle en était certaine. Mais maintenant, elle avait une arme, et elle était bien décidée à s'en servir pour obtenir justice, non seulement pour elle-même, mais pour toutes les femmes qui avaient subi les agissements de cet homme en toute impunité. Le lendemain matin, alors que Paris s'éveillait doucement, Élodie et Sophie se retrouvèrent dans un petit café non loin du Coq d'Or. L'adrénaline de la veille était retombée, laissant place à une détermination froide. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Élodie, les mains serrées autour de sa tasse de café. Sophie sortit son téléphone. « On a des preuves maintenant. On pourrait aller à la police. » Élodie secoua la tête. « Tu sais aussi bien que moi que Beaumont a des relations. Il s'en sortirait avec un simple avertissement. Et nous, on perdrait notre travail. » Un silence s'installa entre les deux amis. Puis, lentement, un sourire se dessina sur les lèvres d'Élodie. « J'ai peut-être une idée. » Le plan d'Élodie était audacieux, risqué, mais potentiellement dévastateur pour Marcel Beaumont. Elle expliqua à Sophie qu'elles allaient utiliser les propres armes de leur patron contre lui, son ego surdimensionné, sa soif de reconnaissance et surtout sa cupidité. « Tu te souviens de Julien, mon ami qui travaille dans la production télévisée ?» demanda Élodie. Sophie acquiesça intriguée. « Eh bien, il m'a parlé d'une nouvelle émission en préparation, une sorte de cauchemar en cuisine, à la française, mais axée sur l'éthique et le traitement des employés dans la restauration. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « Tu veux faire venir l'émission au Coq d'Or ?»« Exactement, » confirma Élodie. « Mais Beaumont ne saura pas que c'est une vraie émission. On va lui faire croire que c'est juste un reportage promotionnel sur les grands restaurants parisiens. » Les jours suivants furent consacrés à la mise en place de leur stratagème. Julien, enthousiasmé par l'idée, mobilisa son équipe. Ils créèrent une fausse société de production, Lumière Gastronomique, avec un site web crédible et des cartes de visite impeccables. Pendant ce temps, Élodie et Sophie continuaient à travailler au Coq d'Or, comme si de rien n'était. Marcel Beaumont, échaudé par l'incident de la vidéo, se tenait à carreau, mais son regard trahissait une colère à peine contenue. 2 semaines après l'agression, Élodie mit son plan à exécution. Elle attendit que le service du midi se termine pour approcher Marcel, qui vérifiait les comptes au bar. « Monsieur Beaumont, » commença-t-elle d'une voix mielleuse qu'elle ne se connaissait pas, « j'ai peut-être une opportunité intéressante pour le restaurant. » Marcel leva un sourcil méfiant. « Je t'écoute. J'ai été contacté par une société de production. Ils préparent un documentaire sur les meilleurs restaurants de Paris et ils sont très intéressés par le Coq d'Or. » L'intérêt de Marcel fut immédiatement piqué. « Un documentaire, tu dis? Et ils t'ont contacté directement ?»
Élodie hocha la tête. Oui, apparemment. Ils ont entendu parler de nous grâce à la visite du ministre. Ils cherchaient un établissement prestigieux pour leur émission. Marcel se redressa, son ego visiblement flatté. Eh bien, c'est intéressant. Tu as plus de détails? Ils aimeraient venir filmer pendant quelques jours, montrer l'excellence de notre cuisine, l'ambiance unique du Coq d'Or. Ils m'ont laissé une carte si vous voulez les contacter. Elle tendit la carte de Lumière gastronomique à Marcel, qui l'examina attentivement. « Je vais y réfléchir, dit-il finalement. Bon travail, Élodie. Tu vois, quand tu veux, tu peux être utile. » Élodie ravala sa colère et se contenta d'un sourire poli avant de s'éclipser. La première phase du plan était en marche. Comme prévu, l'ego de Marcel Beaumont ne résista pas longtemps à la tentation. Dès le lendemain, il annonça fièrement à toute l'équipe que le Coq d'Or allait être le sujet d'un documentaire prestigieux. « C'est une opportunité en or », déclara-t-il lors d'une réunion du personnel. « Je compte sur chacun d'entre vous pour donner le meilleur de lui-même. Montrons à la France entière pourquoi le Coq d'Or mérite sa place parmi l'élite de la gastronomie parisienne. » Élodie et Sophie échangèrent un regard complice. Si seulement ils savaient. La semaine suivante, l'équipe de tournage investit le restaurant. Julien, dans le rôle du producteur, dirigeait les opérations avec un professionnalisme qui impressionna même Marcel. Caméra, micro et projecteurs transformèrent le Coq d'Or en un véritable plateau de tournage. Le premier jour se déroula sans accroc. Marcel paradait devant les caméras, vantant l'histoire du restaurant, sa cuisine d'exception et sa gestion familiale du personnel. Élodie et Sophie, ainsi que les autres employés, jouaient le jeu, souriant aux caméras et louant leur merveilleux patron. Mais le deuxième jour, les choses commencèrent à changer subtilement. L'équipe de tournage posa des questions de plus en plus précises sur les conditions de travail, les horaires, les congés. Marcel, pris au dépourvu, bafouilla quelques réponses évasives. « Nous sommes comme une grande famille ici », répéta-t-il pour la énième fois, son sourire de façade commençant à se crisper. C'est alors que Julien lâcha sa bombe. « Monsieur Beaumont, nous avons entendu des rumeurs concernant certains comportements inappropriés envers le personnel féminin. Qu'avez-vous à dire à ce sujet ?» Le visage de Marcel passa du rouge au blanc en une fraction de seconde. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ce sont des calomnies. » Julien fit un signe et un membre de l'équipe apporta un ordinateur portable. « Nous avons reçu cette vidéo d'une source anonyme, » dit-il en lançant la lecture. L'écran montra Marcel, plaquant Élodie contre le mur, ses mains parcourant son corps alors qu'elle se débattait. Le son était clair, sans équivoque. « C'est un montage !» s'écria Marcel paniqué. « Cette vidéo a été manipulée !» Mais Julien ne lui laissa aucun répit. Nous avons également recueilli les témoignages de plusieurs anciennes employées. Toutes racontent la même histoire. Harcèlement, chantage, menaces. Marcel, acculé, perdit tout contrôle. « Vous n'avez pas le droit. C'est un coup monté. C'est cette petite garce d'Élodie qui est derrière tout ça, j'en suis sûr. » Il se rua vers Élodie, le visage déformé par la rage. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, deux policiers en civil qui se faisaient passer pour des membres de l'équipe de tournage l'interceptèrent. « Marcel Beaumont, » annonça l'un d'eux en sortant sa plaque. « Vous êtes en état d'arrestation pour harcèlement sexuel, agression et tentative d'agression. » Le restaurant était en effervescence. Les clients, choqués, assistaient à la scène. Les employés, partagés entre soulagement et incrédulité, regardèrent leur tyrannique patron être menotté et emmené. Élodie, tremblante mais déterminée, s'avança vers les caméras. « Je m'appelle Élodie Mercier, et pendant 2 ans, j'ai subi le harcèlement quotidien de cet homme. Mais je ne suis pas la seule. Aujourd'hui, nous disons stop. Plus jamais ça, ni ici ni ailleurs. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon médiatique. L'histoire du Coq d'Or fit la une de tous les journaux. Le revers de la médaille gastronomique. Scandale sexuel dans un restaurant étoilé. Les titres rivalisaient de sensationnalisme. Mais au-delà du scandale, un véritable débat s'engagea sur les conditions de travail dans la restauration, l'omerta qui régnait dans certains établissements prestigieux et la nécessité de protéger les employés contre les abus. Élodie, propulsée malgré elle au rang de porte-parole, multiplia les interviews. Elle racontait son histoire, encore et encore, espérant que son courage en inspirerait d'autres à parler. Un soir, alors qu'elle rentrait d'un énième plateau télé, Élodie reçut un appel de Sophie.
Tu ne devineras jamais, lui dit son ami, la voix tremblante d'excitation. J'ai été contacté par l'avocat des employés du groupe Beaumont. Apparemment, le Coq d'Or n'était que la partie émergée de l'iceberg. Des dizaines d'employés dans tous ces restaurants sont prêts à témoigner. Élodie s'assit lourdement sur son canapé, réalisant soudain l'ampleur de ce qu'elles avaient déclenché. Ce n'était plus seulement leur combat, c'était devenu celui de toute une profession. Les semaines passèrent, et le procès de Marcel Beaumont approchait. Élodie alternait entre des moments d'intense détermination et des phases de doute et d'anxiété. Et si tout cela se retournait contre elle? Et si sa carrière dans le droit était compromise avant même d'avoir commencé? Un soir, alors qu'elle ressassait ses pensées dans un petit bistrot près de la Sorbonne, une femme d'une 50aine d'années s'approcha de sa table. « Excusez-moi, dit-elle doucement. Vous êtes bien Élodie Mercier ?» Élodie hocha la tête, s'attendant à une énième demande d'interview ou de selfie. « Je m'appelle Claire Dubois, » continua la femme. « J'ai travaillé pour Marcel Beaumont il y a 20 ans. » Le cœur d'Élodie manqua un battement. « Vous aussi, vous ?» Claire acquiesça tristement. « Oui, mais à l'époque, je n'ai pas eu votre courage. J'ai préféré partir, me taire. Pendant des années, j'ai porté cette honte, cette culpabilité. Mais grâce à vous, grâce à votre bravoure, je peux enfin parler. » Les larmes aux yeux, Claire serra la main d'Élodie. « Merci. Merci de vous battre pour nous toutes. » Cette rencontre fut un tournant pour Élodie. Elle réalisa que son combat dépassait largement sa propre histoire. Elle portait la voix de toutes ces femmes qui, pendant des années, avaient dû subir en silence. Alors que le procès approchait, Élodie redoubla d'efforts. Avec l'aide de Sophie, de Julien et de nombreux soutiens inattendus, elle prépara méticuleusement son témoignage. Chaque détail, chaque date, chaque incident fut soigneusement consigné. La veille du procès, Élodie se tenait devant le miroir de sa salle de bain, répétant une dernière fois son discours. Son reflet lui renvoyait l'image d'une jeune femme déterminée, bien loin de la serveuse effrayée qu'elle était quelques mois plus tôt. « Demain, se dit-elle, tout va changer, pour moi, pour Sophie, pour Claire et pour toutes les autres. Demain, nous reprenons le pouvoir. » Le jour du procès arriva, baignant Paris d'une lumière automnale dorée. Le palais de justice, majestueux sur l'île de la Cité, semblait plus imposant que jamais aux yeux d'Élodie. Elle gravit les marches, le cœur battant, Sophie à ses côtés. « Tu es prête ?» demanda doucement son amie. Élodie prit une profonde inspiration. Aussi prête que possible. À l'intérieur, la salle d'audience bourdonnait d'activité. Journalistes, avocats et curieux se pressaient pour assister à ce qui s'annonçait comme l'un des procès les plus médiatisés de l'année dans le monde de la gastronomie parisienne. Marcel Beaumont fit son entrée, escorté par 2 policiers. Son allure autrefois fière et arrogante avait laissé place à une silhouette voûtée, son regard fuyant celui d'Élodie. Pour la première fois, elle ne ressentit pas de peur en le voyant, seulement de la pitié mêlée de détermination. Le procès débuta par les déclarations d'ouverture. L'avocat de la défense tenta de dépeindre Marcel comme un patron exigeant mais juste, victime d'un complot orchestré par des employés mécontents. Mais lorsque vint le tour du procureur, l'atmosphère dans la salle changea radicalement. « Mesdames et messieurs les jurés, » commença-t-il, « l'affaire qui nous réunit aujourd'hui va bien au-delà d'un simple conflit employeur-employé. Il s'agit d'un système d'abus, de harcèlement et d'intimidation qui a perduré pendant des décennies, protégé par le prestige d'un nom et la peur du silence. » Au fil des jours, les témoignages se succédèrent. D'anciennes employées, des fournisseurs, même d'anciens associés de Marcel, vinrent raconter leurs expériences. Chaque récit ajoutait une pierre à l'édifice de l'accusation, dressant le portrait d'un homme qui avait systématiquement abusé de sa position de pouvoir. Lorsque vint le tour d'Élodie de témoigner, un silence pesant s'abattit sur la salle. Elle s'avança vers la barre, sentant tous les regards braqués sur elle. Pendant un bref instant, elle croisa le regard de Marcel. Il semblait avoir vieilli de 10 ans depuis le début du procès. « Mademoiselle Mercier, » commença le juge, « pouvez-vous nous raconter votre expérience au Coq d'Or ?» Élodie prit une profonde inspiration et commença son récit. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en assurance au fil de son témoignage. Elle raconta les remarques déplacées, les attouchements non désirés, la pression constante. Elle décrivit l'atmosphère toxique qui régnait dans le restaurant, la peur qui l'habitait chaque fois qu'elle franchissait les portes du Coq d'Or.
Ce n'était pas seulement moi, conclut-elle. C'était un secret de Polichinelle. Tout le monde savait. Mais personne n'osait parler. Nous avions trop peur de perdre notre emploi, notre réputation. Monsieur Beaumont se croyait intouchable. L'avocat de la défense tenta de discréditer son témoignage, insinuant qu'elle avait provoqué les avances de Marcel, qu'elle cherchait à faire du tort à l'établissement. Mais Élodie resta ferme, réfutant chaque accusation avec calme et précision. Le point culminant du procès fut sans doute la diffusion de la vidéo capturée par Sophie. Le visage de Marcel se décomposa lorsque les images apparurent sur l'écran de la salle d'audience. Les jurés, visiblement choqués, prenaient frénétiquement des notes. Après 2 semaines d'audience, le procès touchait à sa fin. Les plaidoiries finales furent intenses, chaque camp jouant sa dernière carte. L'avocat de Marcel tenta une ultime manœuvre, plaidant pour la clémence en évoquant les contributions de son client à la gastronomie française. Mais le procureur fut implacable dans sa conclusion. « Messieurs les jurés, on vous demande aujourd'hui de choisir entre la protection d'un prétendu génie culinaire et la dignité de dizaines de femmes qui ont souffert en silence pendant des années. Le talent, aussi grand soit-il, ne peut jamais justifier l'abus et le harcèlement. Il est temps que justice soit rendue. » Le jury se retira pour délibérer. Les heures qui suivirent furent les plus longues de la vie d'Élodie. Assise sur un banc dans le couloir du palais de justice, elle revivait chaque moment du procès, chaque témoignage, se demandant si cela serait suffisant. Sophie, fidèle à son poste, lui tenait la main. « Quoi qu'il arrive, » murmura-t-elle, « tu as déjà gagné. Tu as brisé le silence, tu as inspiré d'autres à parler. Rien ne sera plus jamais comme avant. » Élodie hocha la tête, reconnaissante pour le soutien indéfectible de son amie. Enfin, après ce qui sembla une éternité, le jury revint avec son verdict. La salle d'audience était électrique, chacun retenant son souffle. Dans l'affaire opposant le ministère public à Marcel Beaumont, nous, membres du jury, déclarons l'accusé coupable de tous les chefs d'accusation. Un murmure parcourut l'assistance. Élodie sentit un poids immense se lever de ses épaules. Des larmes de soulagement coulèrent sur ses joues, tandis que Sophie la serrait dans ses bras. Marcel Beaumont, lui, semblait avoir reçu un coup de massue. Il fixait le vide, incrédule, alors que son avocat lui murmurait quelque chose à l'oreille. Le juge reprit la parole. « Marcel Beaumont, au vu de la gravité et de la répétition de vos actes, je vous condamne à 5 ans de prison ferme, une amende de 500 000 € et l'interdiction à vie de gérer un établissement de restauration. » La sentence tomba comme un coup près. Pour Élodie et toutes les victimes, c'était la fin d'un long cauchemar et le début d'une nouvelle ère. À la sortie du tribunal, une foule de journalistes attendait. Élodie, encore sous le choc de la victoire, fut poussée par Sophie vers les micros. « Mademoiselle Mercier, que ressentez-vous après ce verdict ?» Élodie prit une profonde inspiration. Ce verdict n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est une victoire pour toutes les femmes qui ont subi en silence, qui ont eu peur de parler. C'est un message clair. Le harcèlement et les abus n'ont pas leur place dans notre société, quel que soit le prestige ou le pouvoir de l'agresseur. Les jours qui suivirent furent un tourbillon médiatique. L'affaire Beaumont faisait la une de tous les journaux, non seulement en France, mais dans le monde entier. Le scandale secouait l'industrie de la restauration, poussant d'autres établissements à revoir leurs pratiques et à mettre en place des mesures de protection pour leurs employés. Élodie reçut des centaines de messages de soutien, mais aussi des demandes d'aide d'autres victimes de harcèlement. Elle réalisa que son combat ne faisait que commencer. Un mois après le verdict, alors qu'elle terminait ses examens de droit, Élodie reçut un appel inattendu. C'était Claire Dubois, la femme qu'elle avait rencontrée avant le procès. « Élodie, » dit Claire, la voix tremblante d'émotion, « je voulais vous remercier encore. Votre courage m'a inspiré. J'ai décidé de créer une association pour aider les victimes de harcèlement dans le milieu de la restauration. J'aimerais que vous en soyez la marraine. » Émue, Élodie accepta sans hésiter. Cette proposition donnait un nouveau sens à tout ce qu'elle avait traversé. L'association, baptisée Cuisine Juste, prit rapidement de l'ampleur. Élodie partageait son temps entre ses études de droit et son engagement associatif. Elle donnait des conférences, rencontrait des victimes, travaillait avec des restaurateurs pour mettre en place des chartes éthiques. Un soir, alors qu'elle préparait une intervention pour un grand congrès de la restauration, Sophie débarqua chez elle, surexcitée. «
Tu ne devineras jamais, s'exclama-t-elle en agitant un journal. Le Coq d'Or rouvre ses portes. Élodie saisit le journal, incrédule. L'article expliquait que l'établissement avait été racheté par un collectif d'anciens employés, déterminés à redorer le blason du restaurant tout en instaurant une gestion éthique et respectueuse. « Et devine quoi ?» ajouta Sophie avec un grand sourire. « Ils veulent que tu viennes pour l'inauguration, comme invité d'honneur. » Élodie resta silencieuse un moment, submergée par l'émotion. L'idée de retourner dans ce lieu qui avait été le théâtre de tant de souffrances la terrifiait et l'attirait à la fois. « Tu sais quoi ?» dit-elle finalement. « J'irai. Ce sera une façon de tourner définitivement la page. » Le soir de l'inauguration arriva. Élodie, vêtue d'une élégante robe noire, franchit les portes du Coq d'Or. L'intérieur avait été entièrement rénové, effaçant les dernières traces de l'ère Beaumont. L'atmosphère était chaleureuse, accueillante, aux antipodes de ce qu'elle avait connu. Le nouveau propriétaire, un ancien sous-chef qui avait toujours traité le personnel avec respect, l'accueillit chaleureusement. « Mademoiselle Mercier, c'est un honneur de vous avoir parmi nous ce soir. Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible. » Élodie parcourut la salle du regard. Elle reconnut d'anciens collègues, des visages familiers qui lui souriaient avec gratitude. Dans un coin, elle aperçut même quelques-unes des femmes qui avaient témoigné au procès. On lui tendit un micro, l'invitant à dire quelques mots. Élodie hésita un instant, puis se lança. « Il y a 1 an, je franchissais ces portes la peur au ventre, ne sachant jamais ce qui m'attendait. Aujourd'hui, je les franchis la tête haute, fier de ce que nous avons accompli ensemble. Le Coq d'Or n'est plus le symbole d'un système abusif, mais celui d'un renouveau, d'une industrie qui peut et doit faire mieux. Que ce lieu soit désormais un exemple de respect, d'éthique et d'excellence, non seulement dans l'assiette, mais aussi dans le traitement de chaque être humain qui y travaille ou qui y dîne. » Les applaudissements qui suivirent son discours résonnèrent longtemps dans la salle. Élodie sentit une vague de fierté et d'accomplissement l'envahir. Elle avait non seulement survécu, mais elle avait transformé son expérience en une force de changement. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle sirotait un verre de champagne avec Sophie, Élodie réalisa à quel point sa vie avait changé. De simple serveuse harcelée, elle était devenue une voix influente dans le combat contre le harcèlement au travail. « À quoi tu penses ?» demanda Sophie, remarquant son air pensif. Élodie sourit. « Je pense à l'avenir, à tout ce qu'il reste à faire. Ce n'est que le début, tu sais. » Sophie leva son verre. « Dans ce cas, portons un toast. À l'avenir, à la justice et à toi, Élodie, la serveuse qui a changé le monde de la restauration. » Leurs verres tintèrent, scellant la promesse d'un avenir meilleur. Élodie savait que le chemin serait encore long, mais pour la première fois depuis longtemps, elle l'envisageait avec espoir et détermination. Sa vengeance n'avait pas été celle de la violence ou de la haine, mais celle de la justice et du changement. Et c'était la plus douce des revanches. Si vous avez apprécié cette histoire émouvante, n'oubliez pas de laisser un like, de commenter ce que vous en avez pensé et de vous abonner pour plus de contenu touchant comme celui-ci. Votre participation nous aide à continuer à partager des histoires inspirantes.